On est en 2025 et Stephen Curry continue d'envoyer des gros cartons. 56 points la nuit dernière pour le double MVP des Golden State Warriors. Victoire de son équipe contre Orlando 121-115. 56 points, 12 paniers à 3 points, 22 points dans le troisième quart-temps. Énorme perf de Stephen Curry. Shai. C'était l'attraction de la nuit, alors qu'on est dans une ville d'attractions avec Disney World. Bah, l'attraction, c'était Stephen Curry. Incroyable. Tu sais, on s'était demandé plusieurs fois, est-ce qu'il est encore capable, est-ce qu'il a envie de refaire les cartons qui parfois avant étaient nécessaires, où il marche sur l'eau, il tire de n'importe où, ça rentre. En théorie, on s'était dit qu'il avait peut-être moins besoin de le faire maintenant avec Jimmy Butler qui est là, mais quand la situation l'exige vraiment, et quand Jimmy Butler est pas dans un très très grand soir en attaque, c'est un euphémisme vu que il était quoi, il a 1 sur 7 je crois, Jimmy Butler. Ouais, 1 sur C'est 7, ça. 5 points, bon, il a fait des passes, mais les Warriors étaient quand même en difficulté parce qu'ils étaient menés en début de match. Juste avant la mi-temps, ils sont à combien? Ils sont à moins 17 et il met son tir du milieu de terrain là. Enfin voilà. Ouais, ils sont à 14 points à la pause. Voilà, donc il égalise d'un tir, un tir du parking. Je sais que t'aimes pas l'expression, mais tir de très loin. Et ouais, et on a retrouvé un Curry totalement inarrêtable, totalement injouable et qui avait presque, tu sais, dans ces soirs-là, t'as l'impression qu'il a le record de Clay dans les pattes, mais qui se dit bon allez, c'est mon pote, je vais peut-être pas. J'exagère évidemment, s'il le peut, il le fera avant la fin de sa carrière, mais 56 points et une cinquième victoire ou quatrième victoire de suite des Warriors, j'aurais dû le noter évidemment. 5e victoire et Cinquième c'est la victoire. 7e en 8 matchs depuis l'arrivée de Jimmy Butler. Ouais, donc c'est Donc, impressionnant et Curry a fait une nuit magnifique. Il y a ce troisième carton dont tu parlais où il a marqué plus de points qu'Orlando. Il met 22 points, Orlando met 21. Le retour des vestiaires a été compliqué pour le Magic, qui a quand même eu 41 points de Paolo Banchero, donc il y avait de quoi faire, mais c'était la nuit de Steph Curry. Le Magic a fait son meilleur match en attaque depuis des décennies, hein. Ils mettent 11 paniers à 3 points, ça leur arrive rarement à 40% de réussite, ils sont à 50% au tir, il y a 41 points de Banchero, 27 de Franz Wagner. Malgré ça, Orlando perd parce que oui, le troisième quart-temps, 40-21 passé par les Warriors, 22 points de Curry, il est on fire, ça fait toute la différence. J'aime bien la déclat de Jamal Mosley après le match où il dit ouais, il y a un journaliste qui lui dit qu'est-ce qui a pu poser problème à part Stephen Curry. Il dit non mais mec, il n'y a pas à part Stephen Curry. Il a mis 56 points, c'est lui. Et c'est vrai, tu as l'impression. Il y a Quinton Post aussi qui fait une très belle rentrée. Ouais, il Justement, marque c'est 18 dans le points en début de sortie de banc, je quatrième crois. quart-temps. Ouais. Il met 18 points, 10 de suite. Et c'est le moment où Curry est sur le banc. C'est là où Golden State accentue son avance sur Orlando et ensuite tient bon. Mais ouais, les Warriors reviennent à 0,5 matchs. Donc, ils ont quasiment le même bilan que les Clippers qui sont actuellement 6e. Les Warriors sont 7e. Donc, prochainement, on peut imaginer que si la dynamique reste la même, Golden State sera peut-être prochainement dans le top 6 de la conférence Ouest, ce qui n'était pas gagné. Mais voilà, depuis l'arrivée de Jimmy Butler, comme je disais, 7 victoires en 8 matchs. Moi, je pense qu'ils vont le faire. Hein. Vu la dynamique, je vois pas un autre scénario. Les Clippers sont un peu plus irréguliers. Ils sont aussi dépendants des présences ou non de Kawhi. C'est jamais simple. Oui, je pense que les Warriors. Ça fait quand même une différence. Tu peux t'épargner le play-in alors que tu as des joueurs qui ont dépassé la trentaine allègrement. Je pense que ce serait plutôt une bonne opération de finir sixième à l'ouest. Et il n'y a toujours pas Kuminga. Il y aura cette question de savoir aussi justement comment ils vont réintégrer Kuminga. C'est le prochain défi des Warriors sur cette fin de saison. C'est de bien réintégrer Kuminga. Ça leur fera quand même un joueur fort en plus. Et là, si ça clique, effectivement, Golden State commencera à être très dangereux. Ce qui était marrant, c'était le regard de Steve Kerr. Bon, Steve Kerr, il voit les perfs de Curry depuis des années, mais tu sens, c'est mon interprétation personnelle, hein, puis il l'a dit un peu après, mais il dit je me fatiguerai jamais de voir Steph faire des trucs comme ça, mais il sent il y aura de moins en moins d'occasions de le voir comme ça, pas parce qu'il est moins fort ou quoi, mais parce qu'il prend en âge et que peut-être que Kerr, on sait pas combien de temps non plus il va continuer de coacher les Warriors. Donc il y avait une forme d'émotion et c'était assez beau de le voir regarder ce qu'était en train de faire son joueur. Parfois t'as des coachs comme ça, on parlera des Lakers après, mais j'aime bien aussi voir Redick comment il regarde Luka pendant les temps morts, LeBron aussi évidemment, mais du genre j'arrive pas à croire que je coach ce mec-là ou que j'ai réussi à avoir ce mec-là dans mon équipe. Kerr, il a toujours cette admiration pour Curry qui est assez touchante, je trouve. Ouais, je pense qu'il sait que sa carrière, Steve Kerr, sa carrière d'entraîneur est liée complètement à celle de Stephen Curry. De la même manière, Greg Popovich disait la même chose sur Tim Duncan, tu vois, même si Popovich a continué même après Duncan. Mais je veux dire, Steve Kerr, il sait à quel point il doit tellement de choses à Stephen Curry, quoi. Bon, on peut enchaîner avec les Lakers. Ça a été commencé à en parler. Les Lakers ont battu les Timberwolves 111-102. Ils se sont fait peur quand même. C'était pas un grand match des Lakers. Ils menaient de 23 points.
Encore une fois, Minnesota a réussi un comeback sans Anthony Edwards, je Anthony cherchais son Edwards, nom, ouais. j'allais dire comment il s'appelle. Ça fait 2 fois que les Timberwolves réussissent des gros comebacks sans Anthony Edwards, qui s'est fait exclure, on pourra revenir là-dessus. Mais les Lakers ont quand même fini par l'emporter avec 33 points, 33 points, 17 rebonds, 6 passes de LeBron James, 23 points d'Austin Reeves, 21 points, 13 rebonds, 5 passes d'un Luka Doncic très maladroit. Du coup, les Lakers qui se sont fait peur, mais qui quand même assurent l'essentiel avec une nouvelle victoire, c'est la 4e de suite. Luka très maladroit, Luka un peu décisif quand même, parce qu'au moment où les Wolves revenaient vraiment dans le match, ils étaient à plus. Ils avaient encore 5 points d'avance. Il rentre un 3 points incroyable alors qu'il en fout pas un de la soirée. À moitié sur une jambe en déséquilibre, trajectoire Rainbow. C'était assez magnifique. Mais il continue de chercher un peu son adresse, mais aussi de s'acclimater dans cet effectif-là. La relation avec LeBron, il y a au moins 2 ou 3 situations par match où il lui balance une passe depuis son propre panier jusque sous le panier adverse en mode, bon, de toute façon, LeBron doit être par là, j'imagine, donc je l'envoie. C'est aussi la relation qui se développe. J'ai encore trouvé que LeBron avait été incroyable, on va se répéter, mais la forme physique est incroyable. L'efficacité aussi, c'était vraiment spectaculaire. Et ouais, bon, oui, les Lakers n'ont pas fait leur meilleur match du moment, mais écoute, ils continuent de gagner des rencontres et de s'apprivoiser mutuellement. Austin Reeves aussi très bien, tu fais bien d'en parler, il est lui aussi très très bien dans cette équipe. Ouais, les Lakers sont 3 playmakers très très bons. Alors je dirais 2 d'élite et un Austin Reeves qui est pas loin d'être élite. Peut-être pas au niveau élite, mais pas loin. Ce qui m'a impressionné chez LeBron, c'est presque les rebonds, c'est les 17 rebonds, parce que c'est la manière aussi dont il les prend. Il y a 5 rebonds offensifs dans le lot, et des fois c'est vraiment en allant jouer des épaules, quoi. Tu vois, chose qu'il faisait plus, mais ça fait un bail. Même certains paniers qu'il met dessous après un rebond offensif ou une coupe, c'est vraiment, il y va avec son corps. Et ça, il le faisait de moins en moins, LeBron, quand même. Je sais pas, il retrouve ce jus. Il avait C'est assez peut-être moins envie de le faire, je sais pas. C'est ça, c'est vraiment, hein, il s'est pas exprimé sur le sujet. J'aimerais bien qu'il, après, pourra pas, par respect pour Anthony Davis, pour plein de choses, mais qu'il parle de ça, si éventuellement il y avait une motivation retrouvée, parce que je le trouve vraiment, c'est assez impressionnant. Luka, je l'ai trouvé mauvais, je vais pas te mentir. Je l'ai pas trouvé bon sur ce match. Pas que la maladresse, hein. Après, oui, par contre, il y a toujours, tu l'as dit, et c'était pas que pour LeBron, il y en a une pour Dalton Connect, où après Connect rate le dunk. Quelle frustration. Mais après, et il rate le dunk, et il rate les 2 lancers quand il y a faute. Mais il y a plusieurs actions par match, comme tu l'as dit, où dès le rebond, en fait, ses coéquipiers savent qu'ils peuvent courir, et lui, il balance, mais genre 1 seconde après, tu vois, il prend pas. Et c'est le truc des fois qu'on lui reproche, c'est quand il veut dribbler, qu'il remonte la balle tout lentement. Non, là, il a capté, il se dit, attends, LeBron il court, Austin Reeves il court, Dalton Connect il court, Rui Hachimura il court, il lève la tête, boum, il balance, et ça fait généralement des points faciles. Juste petit point négatif pour les Lakers, il y a Rui Hachimura qui se fait une entorse du genou, et il va beaucoup manquer. On ne se rend pas forcément compte, parce qu'on parle de LeBron, on parle de Doncic, on parle de Reeves, mais Hachimura, surtout depuis le trade, en fait, il est ultra important parce qu'il fait partie des mecs qui défendent, des mecs qui ont de la taille, des mecs qui se battent au rebond, qui couvrent pas mal de brèches. Et Rui Hachimura, je pense que ça va être, son absence peut poser problème aux Lakers. Il faudra voir combien de temps il va manquer, quelle est la nature exacte de la blessure, mais Redick ne s'en cache pas non plus, c'est un joueur très important pour lui. Et les Lakers, globalement, depuis qu'il est là, il a fait partie de la vague d'arrivée il y a 2 ans quand ils avaient essayé de reconstruire leur effectif. Il est très précieux, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, t'as raison. D'ailleurs, Gigi Redick, il mérite clairement des voix, voire même de terminer 2e pour le vote de meilleur coach de l'année. Ouais, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Depuis son arrivée en termes de stratégie. C'est une course qui est. Enfin, il y a des noms qui se sont un peu ajoutés parce que forcément, on parlait pas trop de Bickerstaff sur la première partie de saison, mais ce qui fait que Détroit c'est fort. Atkinson a quand même une bonne longueur d'avance, je pense. Hein, mais t'as raison de parler de Redick qui fait de bonnes choses. Je pense pas qu'il sera. Je sais même pas s'il sera. Qui y aurait pour le podium. Bon, il sera temps d'en reparler. Je pense qu'il sera dans le top 3, mais il sera pas élu, c'est sûr, mais je serais pas surpris qu'il soit dans le top 3. Il y aura encore Daigneault peut-être, parce que s'il fait premier à l'ouest, c'est possible qu'il soit encore là. Jenkins, c'est un candidat à avoir des voix. Daigneault, il y a beaucoup de candidats, effectivement. Je serais pas surpris que Redick soit dans le top 3. Le côté un peu Los Angeles, ça aide, je pense. Il a répondu à la question. Il a répondu aux interrogations en attendant, parce que c'était dans nos questions de début de saison, c'était est-ce que JJ Redick va réussir à survivre à la pression, aux accusations
relativement légitime d'avoir été propulsé là grâce à ses connexions personnelles, mais sur ce qu'il accomplit, et même d'ailleurs même avant qu'il y ait ce trade là, là c'est sûr que pour lui c'est ultra bénéfique de récupérer Luka qui connaît bien en plus, mais ce qu'il faisait déjà avant était encourageant dans l'optique d'une carrière de coach, c'était pas garanti non plus. Juste pour les Timberwolves, donc quand Edwards se fait expulser, ils ont encore une bonne dizaine de points de retard et Edwards, il a complètement pété un plomb. Il s'est pris 2 fautes techniques, donc il a été sorti. C'est sa 16e faute technique de la saison, donc il sera expulsé déjà pour le match de demain. Et en plus de ça, quand il sort de ce soir, pardon, parce qu'au bout de 16 fautes techniques, t'es suspendu un match automatiquement. Et quand il sort, il balance la balle dans les tribunes. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne soit une belle amende, soit voire carrément une autre suspension. Il a complètement craqué là, Edwards. S'il veut éviter la suspension, il faut qu'il y ait l'une des 2 fautes techniques qui soit jugée non justifiée. Donc ils vont revisionner ça, mais à mon avis, il n'y aura pas de problème. Et avec ça, la circonstance aggravante, il a un petit peu tendu. Alors, il n'y a pas Rudy en ce moment et les Wolves ont quelques difficultés logiques, mais il est quand même assez tendu, l'ami Anthony Edwards. Après, l'ironie, c'est que les Wolves, comme j'ai dit, ça fait quand même 2 fois qu'ils font un méga comeback sans lui. Et il y a un joueur qui est excellent, un rookie de 24 ans. C'est Terrence Shannon Jr., qui est vraiment en train de se montrer. Hier, il met 25 points. Il a des qualités athlétiques. Il y a quelque chose chez ce gars-là qui est vraiment en train de se faire sa place comme un joueur essentiel des Wolves. Et Naz Reid fait un match dégueu en termes d'adresse. Mais Naz Reid, qui en plus d'être un super shooter pour sa taille, a très bien défendu par moment, à la fois sur les Browns, à la fois sur Luka. Genre, tu vois, ils ont constamment essayé de le déborder. Il ne se laisse pas déborder, ce qui est fort pour un gars de sa taille. Il est vraiment très mobile. Sacré joueur, Naz Reid, quand même, mine de rien. Ouais, Terrence Allen Jr., record en carrière. Bon, il n'a pas beaucoup de matchs à son actif, hein, mais Ouais. c'était quand même fin de premier tour quand même. Donc ils ont plutôt bien visé. Si je dis, il était à Illinois, je crois. Illinois, c'est ça. C'est ça, Illinois, les Fighting Illinois. Mais bah oui, c'est dans les moments compliqués, c'est bien d'avoir des trouvailles comme ça, de mecs qui sont un peu inattendus et qui t'apportent des choses presque inespérées, mais il va peut-être rester dans la rotation après. Hein. Je pense que là, il a gagné sa place dans la rotation, clairement. Milwaukee a battu Denver. Belle victoire des Bucks. Les Bucks qui sont talonnés par les Pacers, par les Pistons. Il y a une espèce de pression de gagner. Et ils ont battu les Nuggets. Donc, quand même, victoire convaincante quand tu bats Denver, qui est deuxième ou troisième. Troisième à l'ouest, avec 28 points, 19 rebonds et 7 passes décisives de Giannis Antetokounmpo. Une très belle défense extérieure aussi des Bucks face aux 32 points, 14 rebonds et 10 passes de Jokic. C'est la 5e victoire en 6 matchs, je crois, pour Milwaukee. C'est ça. Et c'était la première fois que cette saison, Giannis et Jokic s'affrontaient, et Giannis a été totalement à la hauteur. Jokic aussi, évidemment, hein, mais les Bucks ont été bons. Giannis a eu du soutien, il a réussi à avoir l'aide de Brook Lopez. En début de saison, je disais il a l'air cramé, il fera plus de bonnes perfs offensives. J'ai pas ses stats, mais j'ai l'impression de le voir un soir sur deux à 20 points, 19 points. Ouais, là il était à 22 points. Il est très souvent ça score. Pas un très gros match de Lillard, mais il a mis les points qu'il fallait. Et Kuzma, voilà, dont je me suis assez moqué à son arrivée pour de basses raisons. Finalement, il a quand même de l'impact relativement intéressant ici et là. C'est pas l'expérience et le CV de Chris Middleton, mais ça reste quand même pas mal. En fait, il y a un truc sur Kuzma, et c'était une des interrogations, c'est comment tu allais te greffer dans un. Faut pas oublier. Déjà, il a déjà eu un rôle de role player plus ou moins important dans une équipe qui gagne. Il a été champion, c'était avec les Lakers. Depuis, à Washington, il a plus du tout besoin de faire ces efforts-là. Et la question, c'était de savoir, est-ce que maintenant, il va se replonger direct, se mettre dans un rôle? Et il le fait, en fait. Il est vraiment bon en défense. C'est ça qui est intéressant. Alors, il fait des matchs où il met des points, mais il a quelques passes. Mais ce qui est intéressant, vraiment, c'est sa défense depuis qu'il est arrivé à Milwaukee, où il se met au diapason. Et ça c'est quelque chose que Middleton, il faisait plus, en fait. Il ne pouvait plus faire. Donc, ils ont un joueur plus fiable à ce niveau-là. Ils ont un 5 majeur, du coup, qui est plus performant. Et après, le banc, ça dépend. Ça va dépendre des perfs de Gary Trent, de Kevin Porter, de A.J. Green. C'est des gars qui sont capables de mettre des shoots. Là, il manque Bobby Portis. Mais cette équipe de Milwaukee, honnêtement, elle est quand même très talentueuse. Ce qu'il lui faut pour aller très loin en playoff, c'est un Damian Lillard qui marche sur l'eau. Si tu as une campagne de playoff où Lillard il est indécent en termes d'adresse, c'est arrivé parfois. C'est pas toujours le cas, mais c'est arrivé parfois. S'il y a une campagne comme ça de Lillard, les Bucks peuvent aller en finale de conférence.
Après, voilà, c'est quand même un grand si, tu vois. Il faut avoir un très grand Lillard, sachant que tu sais que tu auras un Giannis qui domine. Et de l'adresse extérieure des autres aussi, de Lillard, mais aussi de tous les autres. C'est toujours un peu comme OKC, je trouve que Milwaukee a un vrai baromètre facteur, comme beaucoup d'équipes en fait de nos jours, même Boston, etc. Ouais, bien sûr. Donc, à voir, mais cette équipe de Milwaukee est intéressante, je pense. Il y a une équipe qui remonte la pente presque au pire moment. C'est les Pelicans. 3e victoire de suite pour les Pelicans. C'est leur meilleur total de la saison. New Orleans qui du coup a délaissé la dernière place et il y a eu le premier triple-double en carrière de Zion Williamson. 27 points, 10 rebonds, 11 passes. Alors ils ont battu les Suns 124-116. Les Suns qui à l'inverse sont sur 8 défaites je crois sur les 9 derniers matchs ou quelque chose de très très moche comme ça. C'est ça, c'est assez... C'est peut-être pas le bon moment, mais ils vont avoir du mal à finir dans le bottom 3 hein, de la ligue pour la loterie. Ouais, il y a des équipes trop nulles. Il y a des équipes trop nulles. Donc je sais pas comment interpréter ce regain de forme. La seule satisfaction, la vraie satisfaction, c'est que Zion est bien, mais qu'on sait que quand il est là, il est bien de toute façon. Hein, je veux dire, l'équipe sur le papier est très bien. CJ McCollum, c'est un bon joueur. Il y a des joueurs autour qui défendent bien. Il y a des absents encore, évidemment, mais moi, c'est plutôt, je repense encore à Phoenix qui perd un nouveau match. T'as Kevin Durant, Devin Booker qui font quand même plutôt un bon match. Booker, il fait 36 points. Durant 28, il n'y a pas Bradley Beal sur ce match-là, mais c'est toujours aussi anormal. On va pas rentrer à nouveau en détail dessus, mais je comprends toujours pas ce qui va pas. Plutôt un bon coach, manque d'équilibre autour, mais c'est désespérant. En fait. Et 0 banc, il faudrait que leurs 5 majeurs ils jouent 39 minutes pour que les Suns aient une chance. Il faudrait que tous les mecs du 5 ils jouent 39 minutes. Derrière, c'est que la catastrophe dès que ça sort. Puis on nous a dit Nick Richards, c'est trop bien, ça va changer la dynamique de l'équipe et tout. Alors parfois il va fait faire 10 points, 16 rebonds sur ce match. Non, mais c'est pas statistiquement, individuellement, il fait ce qu'il peut, mais c'est. À l'époque, il y avait quand même des gens qui disaient voilà, c'est bon, et même les Suns, ça y est, on a notre mec à l'intérieur. Il y a plus l'interrogation Nurkic, de toute façon, qui était plus dans la rotation. Bon, ça change pas énormément de choses, hein, finalement. C'est pas les Suns sont toujours aussi désespérants. Il y a encore des extraits de Kevin Durant qui reparlent du trade manqué de là et il est tout à fait conscient que ça va se finir à la fin de la saison avec Phoenix la justification était intéressante. Il dit je veux pas partir comme ça, j'implique trop de dépenses pour une équipe, je coûte cher en gros. Donc pour ce qui va être le prochain et peut-être le dernier chapitre, je veux être vraiment en contrôle et être dans une situation bien choisie où l'argent que je gagne est voilà, entre guillemets justifié. Denver. Il y a Dallas qui est très intéressé, mais je vois pas comment Dallas fait ce trade. C'est quoi? C'est presque. Je vois pas. On ne signe pas parce que je parle vraiment de la capacité à le faire de manière purement réglementaire, en fait, contractuelle. Je vois cet intérêt. Je me demande à quel point c'est juste journalistique parce que Dallas, faut envoyer Klay Thompson, PG Washington, Daniel Gafford. Déjà, je sais même pas au niveau des règles. Je sais même pas si Dallas peut envoyer plusieurs contrats. Il y a vraiment un truc, vu que les 2 équipes seront max capées au-dessus du deuxième apron, je veux dire, c'est 193 et 210 000 la saison prochaine. Donc, je sais même pas si c'est vraiment réalisable. Je suis pas sûr que le trade soit réalisable. Il faudrait que Dallas envoie 4 joueurs dans tous les cas. Donc, au final, on se retrouve avec une équipe qui peut être un peu comme Phoenix, avec un peu plus d'équilibre quand même. Si tu as Kyrie, KD et Anthony Davis, ça match mieux quand même sur le terrain que Bill Booker et Durant. Mais je crois pas que ça soit possible, Dallas. Alors que Nico Harrison, il est dans le futur, t'inquiète. Ouais, va savoir. Bon, on verra. En tout cas, Denver, moi j'aimerais bien. Je pense vraiment que ça, on en a déjà dit, hein, mais je pense vraiment que ça serait quelque chose qui marche. J'avais Milwaukee aussi, mais bon, après ça c'est à voir. En tout cas, clairement, Phoenix, c'est l'équipe qui est en roue libre. On sait que ça va être démantelé, donc du coup, tout le monde s'en bat les steaks et c'est effectivement en train de couler assez difficilement. Et le dernier match de la nuit, c'est justement Dallas qui a battu Charlotte 103-96. Charlotte n'a pas pris une grosse cartouche. Enfin, les Mavs qui se reprennent avec 25 points de Kyrie Irving, 20 points et 11 rebonds de Moses Brown. Voilà. Et pour les Français, Moussa Diabaté, 8 points, 6 rebonds en sortie de banc. Moses Brown qui est sur un contrat de 10 jours, ils étaient obligés de prendre Moses Brown parce qu'il n'y a toujours pas Davis, il n'y a toujours pas Gafford, il n'y a pas Lively, PJ Washington qui est capable de jouer sur les postes intérieurs aussi n'est pas là. C'est léger. Alors là, Moses Brown fait un bon match pour le coup. 20 points, 11 rebonds, ils vont peut-être le prolonger si les absences des intérieurs se confirment. Mais ouais, c'est toujours difficile à l'intérieur pour les Mavs. En face, l'opposition était
elle aussi en roue libre. Mark Williams, qui est apparemment pas apte pour jouer aux Lakers, c'est tout à fait apte pour jouer aux Hornets. Par contre, 26 points, 16 rebonds pour Mark Williams, qui a quand même pas pu éviter la 5e défaite consécutive pour les Hornets. Comme tu l'as dit, pas de raclée cette fois, c'est toujours ça de prix. Ouais, non, mais là, tu vois, tu parlais, le bottom 3, là, c'est Charlotte, Utah, Washington, on est sur du trop nul. C'est pas possible de reprendre ces 3 équipes-là, quoi. Ça va vraiment pas gagner beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est terrible. On a fait le tour des matchs de la nuit, il n'y en avait pas beaucoup. On va revenir peut-être juste sur Greg Popovich, qui a rencontré ses joueurs pour la première fois depuis son AVC. L'avenir de Greg Popovich, qui est toujours aussi incertain, mine de rien. Popovich qui s'est exprimé, il y a eu apparemment des pleurs dans le vestiaire, un moment d'émotion. Les joueurs ont vu le changement physique chez Popovich. Alors, il a aussi dit dans un communiqué qu'il essayerait de revenir, mais le ton employé par Shams Charania n'est pas forcément optimiste. Ouais, c'est ça. Alors, il y a ce qui était sorti dans les tweets que j'avais vu, et après, c'est vrai que ce matin, quand on en discutait, tu m'avais dit que dans l'article, ils avaient ajouté qu'il y avait des. C'était visible physiquement. De toute façon, un AVC, même si c'est pas un AVC ultra grave, il y a des séquelles, donc j'imagine qu'il doit pas être au top de sa forme, mais les tweets laissaient supposer quelque chose de plutôt positif, à savoir, c'est bon, il peut se déplacer, il vient les voir. Le message, c'était qu'il espère toujours, il espère revenir la saison prochaine, à un moment en tout cas. Mais bon, voilà, il a 76 ans. Et dans l'article, c'est les joueurs qui le voient dans cet état-là, qui sont affectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la capacité à s'asseoir sur un soir de match. À domicile, t'es pas trop loin de chez toi. Tu peux, théoriquement, si t'as bien récupéré, les déplacements en avion. Tu te rappelles de quand Phil Jackson à la fin, il pouvait plus. Et même quand il était président des Knicks, il faisait pas tous les déplacements parce que sa santé l'affectait. Il était plus jeune que Popovich en plus. Donc voilà, maintenant plus je vais pas trop tabler dessus. J'aimerais le revoir et j'aimerais que sa santé aille bien parce que on a envie de voir une équipe des Spurs avec Wembanyama et Popovich, ne serait-ce que sur quelques années. On savait qu'il n'y aurait pas 10 ans de Spurs avec Wembanyama et Popovich. Au pire, il restera dans les coulisses, il restera un conseiller ultra précieux. Restera à savoir s'il arrive pas à revenir, qui reprendra le flambeau. Il a été très élogieux envers Mitch Johnson, ce qui n'est pas le cas de tous les fans des Spurs qui sont un peu interloqués par 2-3 choses. Voilà. On continue de lui souhaiter un bon rétablissement en espérant que ça aille mieux. Ouais, moi après, il y a le truc de, est-ce que tu vois, prendre sa retraite de sa propre volonté, tu vois, pas juste avec suite à cet incident. Donc, est-ce que j'imagine un scénario, peut-être, tu vois, il revient, il coach un match à San Antonio, c'est très émouvant, puis derrière, il assume un autre rôle. À voir. On verra. J'espère qu'on pourra revoir Popovich soit sur un banc si sa santé lui permet, soit dans un autre rôle, effectivement, auprès des Spurs. Ça me semble être une option convaincante. Et oui, pour San Antonio, il va falloir bien choisir parce que là, tu as une machine entre les mains. Tu as Victor Wembanyama. Tu as un projet qui s'est accéléré. Tu as fait venir De'Aaron Fox. Donc, l'an prochain, il y aura une pression de jouer les playoffs. L'an prochain, l'objectif ne peut être que les playoffs. Cette saison, pour moi, c'était pas le cas. Il n'y avait pas besoin de se mettre de la pression. Mais l'an prochain, maintenant que tu as fait le trade de Fox et que Wembanyama sera en saison 3, l'objectif, faudra assurer. Donc, on sera peut-être dans un scénario déjà plus délicat si jamais les victoires ne s'enchaînent pas. Il y aura pas mal de bons choix à faire. Donc, tout ça, ça sera à suivre. On va s'arrêter là-dessus, Shai. On se retrouve demain pour notre 6e CQFR de la semaine. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.